Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices 4, 5 et 8 de la feuille de TD sur les déterminants. Vous avez vu en effet que l'exercice 6 c'est un copier-coller de l'exercice 4, on va donc évidemment le laisser de côté. On continuera avec les exercices 7 et suivants quand on aura vu des techniques de calcul sur les déterminants. Alors, dans l'exercice 4, on considère une matrice de Mn de K, c'est-à-dire une matrice carrée Nn. N appartient à N, bien sûr, avec N supérieur ou égal à 2. On nous demande de montrer que le déterminant de A est nul dans deux situations. Alors, dans la première, petit a est nilpotente. Alors, quand on est dans un anneau, notamment ici, vous savez que Mn de K pour les lois plus et fois le produit matriciel, c'est un anneau. Un élément nilpotent, c'est un élément dont l'une des puissances est nulle. C'est-à-dire ici qu'il existe un entier P, tel que A exposant P égale 0. Alors, les déterminants de ces deux matrices sont égaux. C'est-à-dire que le déterminant de A exposant P, c'est le déterminant de la matrice nulle. Mais le déterminant de la matrice nulle, bien sûr, c'est 0. Tous les coefficients étant nuls. Dans la formule du déterminant où on multiplie des coefficients de la matrice, tous les termes sont nuls. Or, qu'est-ce que l'on sait? Or, on sait que le déterminant de A exposant P, c'est le déterminant de A, le tout exposant P. Donc, le déterminant de A exposant P égale 0. Oui, mais le déterminant de A, c'est un scalaire. Ici même, alors c'est dans R, je crois, ou dans... Non, c'est un scalaire. On va donc soit un réel, soit un complexe. Enfin bon, le seul réel ou complexe dans une puissance est nul, c'est 0. Donc, d'où le point déterminant de A égale 0, ce qui répond à la question. Dans la situation A, le déterminant de A est nul. Dans la situation B, la matrice grand A est antisymétrique, c'est-à-dire que transposé de A égale moins A. Or, vous savez que le déterminant de transposé de A, c'est le déterminant de A. Donc ici, le déterminant de transposé de A qui vaut déterminant de A, c'est aussi le déterminant de moins A. Mais qu'est-ce que c'est que le déterminant de moins A? Le déterminant de moins A, c'est, alors attention, il faut faire attention, le déterminant de moins A, c'est moins 1 exposant n fois le déterminant de A, où n, c'est la taille, le format de la matrice. Je vous rappelle que quand on écrit moins A, on met moins 1 sur chacune des colonnes de A. Et comme le déterminant de A, c'est le déterminant de la famille de ces colonnes, le moins 1 sort n fois par linéarité par rapport à chaque colonne, chaque variable qui ici sont des colonnes. Donc, finalement, déterminant de A égale moins 1 exposant n fois déterminant de A. Mais on précise ici, on précise que n est impair. N est impair. Donc, dans la dernière égalité s'écrit déterminant de A égale moins déterminant de A. Et le seul scalaire qui est égal à son opposé, c'est 0. Donc, déterminant de A, c'est bien 0. Là encore, dans la situation B, on a le déterminant de A qui est nul. Alors, ici, c'était nilpotente, et là, les hypothèses étaient antisymétriques avec n impair. Voilà qui répond aux deux questions. On passe à l'exercice 5.
Alors dans l'exercice 5, on a introduit un ensemble noté SLN de C. SL signifie groupe spécial linéaire. On verra justement que c'est un groupe. Pour l'instant, c'est un ensemble. L'ensemble de toutes les matrices carrées NN à coefficient dans C dont le déterminant vaut 1. Alors, on nous demande justement de montrer que c'est un groupe multiplicatif, donc pour le produit matriciel ici, puisqu'on a affaire à un ensemble qui contient des matrices. Alors, comme souvent dans ces cas-là, il faut chercher un ensemble contenant celui que l'on vient de caractériser, qui est, lui, déjà un groupe. Regardez, si une matrice est dans SLN de C, son déterminant c'est 1. 1, c'est pas nul, donc c'est une matrice inversible. Pour tout m appartenant à SLN de C, déterminant de m égale 1, différent de 0. Donc toute matrice de SLN de C est inversible. SLN de C est inclus dans GLN de C. Alors ça, c'est un très bon candidat parce que pour un groupe contenant SLN de C, on sait que GLN de C est un groupe pour le produit matriciel. On va donc montrer que SLN de C est un sous-groupe de GLN de C pour la loi fois le produit matriciel. Vous savez que c'est une loi de composition interne à l'intérieur de Mn de C. Alors, j'ai préparé les 3 points. Il faut montrer qu'il n'est pas vide. Ben, c'est clair, si on prend l'identité, bon, c'est souvent ça qu'on vérifie, le neutre est dedans, le neutre pour la multiplication matricielle c'est IN, et il se trouve que le déterminant de IN vaut 1. Donc IN est dans SLN de C, puisque son déterminant vaut 1. Et cet ensemble n'est pas vide. Il faut ensuite montrer que c'est stable par multiplication, soit M1 et M2 dans SLN de C, le déterminant de M1 fois M2. Je matérialise pas le fois, mais entre M1 et M2, il y a bien le produit matriciel. Ça, on sait que c'est le déterminant de M1 multiplié, mais cette fois comme un scalaire, par le déterminant de M2. Mais tous les deux valent 1. Donc ça c'est 1 fois 1, ça c'est 1 fois 1, hop, 1 fois 1 égale 1. Donc ici, M1, M2 appartient à SLN de C. Si M1 et M2 sont dans SLN de C, leur produit est dans SLN de C. Soit M maintenant dans SLN de C. On sait que M-1 existe, puisque M appartient à GLN de C, et le déterminant de M-1, eh bien, on sait que c'est 1 sur le déterminant de M. Là encore, un déterminant de M n'est pas nul. Oui, mais ça, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, M-1 appartient à SLN de C. Alors, ceci permet de conclure. Vous voyez que c'est SLN de C est un sous-ensemble de GLN de C qui est pas vide, stable par multiplication, stable par l'inversion au sens de si une matrice est dans SLN de C, son inverse aussi. Voilà, SLN de C est un sous-groupe de GLN de C, c'est donc lui-même un groupe pour la multiplication matricielle. Je vais rédiger ici la conclusion de petit a, donc SLN de C est un sous-groupe de GLN de C pour le produit matriciel. Donc SLN de C muni du produit matriciel est lui-même un groupe. Alors, dans la question petit b, on prend une matrice N dans GLN de C. Je vous rappelle que GLN de C désigne l'ensemble des matrices inversibles NN à coefficient dans C. On cherche un complexe alpha et une matrice U dans le groupe spécial linéaire, tel que, donc, de déterminant, déterminant de U égale 1, tel que M c'est alpha U. Alors, si on veut que deux matrices soient égales, il faut évidemment que leurs déterminants soient égaux. Or ici, le déterminant de alpha U, attention, c'est souvent une source d'erreur, c'est alpha exposant N fois déterminant de U. Mais comme le déterminant de U c'est 1, ça fait alpha exposant N. Oui, je vous rappelle, N est la dimension ici, le format de la matrice, on a une matrice NN,
Le déterminant de alpha u, c'est alpha exposant n fois déterminant de u. Autrement dit, il faut alpha exposant n égale déterminant de n. Et c'est... Alors, on a le choix. On va poser D égale déterminant de n. Alors, D est dans C étoile. Bon, il est dans C parce que le déterminant d'une matrice à coefficient complexe, c'est un complexe. Pourquoi étoile? Parce que comme M est dans GLM de C, elle est inversible, donc son déterminant n'est pas nul. Alors, il nous faut un alpha tel que alpha exposant n égale D. Alors, on choisit alpha parmi les racines n'ième de D. Mais comme D n'est pas nul, aucune de ces racines n'ième n'est nulle, donc alpha est différent de 0. Alors, dans ces cas-là, puisqu'on veut m égale alpha u, là, il faut bien que j'écrive u égale 1 sur alpha fois m. Une fois que j'ai choisi alpha, j'ai pas tellement le choix de u si je veux que m égale alpha u. Il faut prendre u égale 1 sur alpha m. Et alors, déterminant de u, maintenant u choisi, eh bien c'est déterminant de 1 sur alpha fois m. Alors ça c'est 1 sur alpha exposant n fois déterminant de m. Ça c'est 1 sur alpha exposant n fois d. Mais évidemment, alpha exposant n, on a tout fait. Hein. On veut que alpha on a choisi alpha parmi les racines n-iennes. Donc alpha exposant n, c'est d. Autrement dit, ça c'est 1. Donc, on a bien u qui est dans FLN de C. Alors, on a m égale alpha u et u est dans SLN de C. Alors l'idée c'est ça, hein. On choisit alpha parmi les racines n de D où D égale déterminant de M. Et ce choix de alpha produit un U satisfaisant. Voilà qui termine la question. Alors, et l'exercice. On va passer au 8 pour travailler la notion de déterminant d'un endomorphisme. Dans l'exercice 8, donc, on nous demande, E étant un k-espace vectoriel de dimension n, et F, l'un de ce sous-espace vectoriel, de calculer le déterminant d'une symétrie par rapport à F, en fonction de la dimension de cet sous-espace vectoriel. Alors, mettons en place des notations déjà. Bon, on regarde la notation E, un k-espace vectoriel de dimension n, on prend n appartenant à grand N avec n supérieur ou égal à 2, pour que le déterminant ait un sens. F est un sous-espace vectoriel de E et on pose P égale dimension de F. Alors, pour faire une symétrie par rapport à F, il faut un supplémentaire de ce sous-espace vectoriel. Avant de dire ça, j'ai rappelé que la dimension de F, c'est entre 0 et n. 0 si F est le singleton réduit au vecteur nul et n si F c'est tout E. Alors, je disais, il faut un supplémentaire de grand F dans E. Appelons-le G. Alors, on peut toujours choisir un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel en dimension finie. Donc, on a le choix de G. G en est un. E est donc la somme directe de F et de G. Et en termes de dimension, la dimension de G, c'est n moins P. Il n'y a pas besoin d'utiliser une nouvelle notation. Alors, on note S, la symétrie par rapport à F, parallèlement à ce sous-espace vectoriel G que je viens d'introduire. Et on veut le déterminant de S en fonction de, visiblement, N et P. Alors, bon, prenons un cas où, justement, F n'est ni le singleton 0, ni E tout entier. Vous savez que, dans ce cas-là, on peut décrire assez facilement une base qu'on appelle adaptée à la décomposition de E en somme directe, F plus G. Cette base est la suivante. Je prends des vecteurs F1 jusqu'à Fp, qui sont en fait des vecteurs formant une base de grand F, et je leur ajoute des vecteurs G indice P plus 1 jusqu'à Gn,
qui forment, eux, une base de G. Hein. C'est ça que ça veut dire, une base adaptée à la décomposition F plus G. C'est-à-dire que les premiers vecteurs F1 jusqu'à Fp forment une base de grand F, et les vecteurs Gp plus 1 jusqu'à Gn forment une base de grand G. Je ne le rappelle pas ici. Alors, l'idée c'est, on calcule le déterminant de S en calculant, et c'est très souvent comme ça qu'on fait, le déterminant de la matrice de S sur une base bien choisie. Alors, cette base est bien choisie. En effet, quel que soit K appartenant à un P, F, donc S de F indice K, K étant dans grand F, est invariant, c'est lui-même, Fk. Et quel que soit K appartenant à P plus 1 jusqu'à N, S des vecteurs G indice K. Alors, vous savez que la symétrie par rapport à F parallèlement à G, on voit les vecteurs de F sur eux-mêmes et les vecteurs de G sur leur opposé. Hein. C'est le seul endomorphisme de E qui agit sur F comme l'identité et sur G comme moins l'identité. Autrement dit, S de GK, c'est moins GK. À savoir que si maintenant j'écris mat dans la base bêta de petit s, je vais avoir une matrice formée de 1 ici sur la diagonale, puis des moins 1 sur la diagonale. Ici, il y a P1, hop, et ici, il y a N-P moins 1. Alors, et tout le reste, c'est des zéros, bien sûr. Alors, le déterminant de S, c'est le déterminant de S, c'est le déterminant de la matrice dans la base bêta de petit s. On l'a vu, mais cette matrice est très particulière, elle est diagonale. Alors, il est facile de voir que dans la formule du déterminant, le seul terme non nul va être le produit des coefficients diagonaux. Dès qu'on prend une permutation qui fait en sorte que l'un des coefficients ne soit pas cela, ça va être 0. On verra de toute façon que le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des coefficients diagonaux. C'est vrai aussi pour les matrices triangulaires. Attention, c'est pas vrai pour les matrices quelconques. Et donc ici, avec cette propriété, déterminant de S, c'est moins 1 exposant N-P. Alors, et ben voilà. On a N la dimension, P de E, P celle de grand F. On a répondu à la question, le déterminant de S en fonction de la dimension. Alors, reste quand même deux petits cas particuliers. Je termine avec ça, c'est quand F est le singleton 0, ou F c'est tout E. Je termine avec ça. Il nous reste donc deux cas particuliers à voir. Si P égale N, P c'est la dimension de F, N c'est la dimension de E. Dans ces cas-là, F c'est tout E. Et son seul supplémentaire, c'est le singleton 0. Mais dans ces cas-là, on a vu que S envoie tous les éléments de F sur eux-mêmes. Donc ici, tous les éléments de E sur eux-mêmes. Et F, c'est identité de E. Donc le déterminant de S, c'est 1. C'est bien moins 1 exposant N moins N ou P égale N. Alors l'égalité donnée marche pour P égale N. Maintenant, si P égale 0, alors F, c'est le singleton 0. Hein. Formé donc uniquement du vecteur nul. Son supplémentaire, il n'y en a qu'un, c'est E, tout entier. On a vu que dans ces cas-là, F envoie tous les vecteurs de G sur leur opposé, donc tous les vecteurs de E sur leur opposé. C'est-à-dire que S, c'est moins l'identité. Dans ces cas-là, le déterminant de S, c'est moins 1 exposant N. Attention, il y a un moins 1 devant l'identité. Quand je prends le déterminant, le moins 1 sort N fois. Ça fait moins 1 exposant N fois, ici je vous écris déterminant de moins identité égale moins 1 exposant N, déterminant de
l'identité. Ça s'éclairera aussi avec la petite proposition que je vais faire en dessous. Bon, moins 1 exposant n, ça fait bien moins 1 exposant n moins 0 ou 0 égale p et la dimension de f. Donc dans tous les cas, le déterminant de s c'est moins 1 exposant n moins dimension de grand F. C'est ça qui était attendu. Hop, moins 1 exposant n moins dimension de f. Une petite preuve simple, puisque je vous ai raconté que le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des coefficients diagonaux. En vous parlant des permutations. On peut le faire aussi très simplement en utilisant la n-linéarité. Donc la propriété, hein, c'est si A c'est diagonale et les termes diagonaux, coefficients diagonaux sont alpha 1, alpha 2 jusqu'à n, alors le déterminant de A, c'est le produit des alpha k. Faisons la preuve. Je note E1, E2 jusqu'à En, la base canonique de k exposant n, ou mn de k, hein, donc I, c'est le vecteur colonne qui a que des zéros, sauf un 1 en la ilième place. Dans ces cas-là, 1, c'est la matrice dont les colonnes sont alpha E1, alpha 2, E2, 3 petits points, alpha NEN. Mais le déterminant de la matrice, vous savez que c'est le déterminant dans la base canonique de k exposant n, j'appelle ça base canonique, de ces colonnes, donc de alpha 1, E1, virgule alpha 2, E2, virgule 3 petits points, virgule alpha n, En. Oui, mais ça, c'est le déterminant donc, dans la base canonique. Regardez, le alpha 1 va sortir ici par linéarité par rapport à la première place. Donc ici, il y a alpha 1 déterminant de... Alors, j'ai pas envie d'écrire. Hein, le alpha 1 sort par linéarité par rapport à la première place, puis le alpha 2 sort par rapport à la linéarité par la deuxième place, jusqu'à alpha n. Le tout facteur de déterminant dans la base canonique de E1, E2 jusqu'à En. Mais E1, E2 jusqu'à En, c'est la base canonique. Donc ça, c'est déterminant dans la base canonique de la base canonique. Et ça vaut alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Hein, c'est parce que base canonique égale E1, E2 jusqu'à En. Eh bien, ça y est, on a fait notre preuve. Hein, la déterminant d'une matrice diagonale, c'est si A c'est le produit de ses coefficients diagonaux. Alors, ben voilà qui finit cette petite vidéo sur 3 exercices. Je reprendrai les vidéos d'exercices quand on aura vu des techniques de calcul, je vous l'ai dit, sur les déterminants. À bientôt.